Salut, c'est Félix. Avant de vous laisser en compagnie de Verino pour ce dernier épisode de la deuxième saison de Yellow Mike, je voulais enregistrer un petit message pour vous remercier du fond du cœur pour votre soutien, votre écoute et votre fidélité toujours aussi magique. Yellow Mike, c'est 42 épisodes, 2,5 millions d'écoutes à l'heure où je vous parle, donc on a décidé avec le festival de repartir sur une saison 3. Merci donc surtout à vous. Et moi je vous donne rendez-vous vers mars, je sais pas quand exactement, pour le premier épisode de cette troisième saison. Je vous tiendrai au courant. Je vous embrasse, à très bientôt. Eh ben écoute, parfait. Voilà, je fais pas d'intro sur ce podcast. Donc oui. Ok, attends, je vais te faire une intro. Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes sur le podcast Yellow Mike. Présenté par... Allez. Est-ce que tu as une identité secrète ou pas? Ou je peux dire Félix Guimard? Tu peux dire Félix Guimard. Félix Guimard, des entreprises Guimard. Depuis que tu sais que ma famille est dans le BTP, ça y est. J'ai changé de... Je te vois plus pareil. Avant, je croyais que tu étais bon en vidéo et là, je réalise qu'en fait, avec une truelle... C'est beaucoup trop de private situation pour le début de ce podcast. Désolé pour les gens qui le découvrent. Tout le monde. Et donc je fais pas l'intro parce qu'en fait je rentre tout de suite dans Et un... tu sais quoi, moi je vais digresser. Ouais, mais Toi tu vas te démerder pour essayer de rester dans l'histoire. Je suis désolé. Mais c'est vraiment comme ça que je vis dans ma vie, c'est que les gens font des efforts. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la deuxième saison de Yellow Mike, et aujourd'hui je reçois Verino. Bonne écoute. Alors déjà, il y a un truc qui me fait rire, c'est que j'ai voulu regarder sur Avec YouTube. qui te ferait rire, j'aurais été sûr, putain. J'ai voulu regarder sur YouTube le nombre de fois que tu es venu au Montreux Comedy Festival. Et il y a surtout une vidéo de toi qui est un best-of, ton intégrale, et c'est 48 minutes. 48 minutes de C'est Verino. un long métrage. Et je crois qu'en fait, c'est genre, j'ai calculé tout à l'heure, c'est mon 10e Montreux. Oui, c'est ça. C'est la 10e fois que tu viens au Montreux Comedy Festival. Donc tu es un peu chez toi, clairement, ici. Et bah, en tout cas, je me sens chez moi. Voilà. Chose hyper importante. Pardon, je vais vrai. digresser encore, mais je suis obligé de le dire parce que moi, je suis une petite chose fragile, entre guillemets. C'est que j'aime bien, j'aime jouer partout, mais dans les enjeux comme cela, où là, il y a une caméra qui te filme, on joue pas de la même manière. Tu joues pas, tu t'es pas autant avec les spectateurs. C'est-à-dire, je sais pas comment dire ça. La plupart des captations qu'on fait, on se retrouve planté dans une émission de télé et il faut réussir à jouer 5 minutes dans des conditions qui sont pas du tout des conditions de spectacle. Ouais. Et Montreux, on est encore dans des conditions de spectacle. Et d'une, et de deux, en plus, c'est la 10e fois que je viens. Donc le public commence à me connaître un petit peu en Suisse et je suis très heureux de monter sur ce plateau. Et donc pour moi, c'est des conditions particulières de tournage que j'aime. En plus, c'est marrant parce que tu montes sur un gala qui s'appelle Mon Premier Montreux. Ouais, c'est mon 10e, l'arnaque. T'es clairement en train d'arnaquer tout le monde. C'est fou. Et déjà, t'as un intersketch. Avec Baptiste Le Caplin. Donc, t'es pas juste présenté. C'est-à-dire que lui, Baptiste Le Caplin, qui présente le gala Mon Premier Montreux, fait tout un thème autour de Top Gun, où lui joue un personnage, un espèce de colonel qui vient former les nouveaux talents de l'humour et qui est complètement dépassé par ce qui se fait et par ce qui peut se faire. Voilà, un artiste qui doute. Voilà. J'ai plus de blagues, j'ai plus fait rire. Ça c'est rigolo ça, hein, le comédien il s'est fait mal. On est au spectacle, hein. Vous savez pourquoi? Les escargots, ils ont pas le sida. J'ai pas la chute, putain, Putain, mais je veux bien trouver une blague par terre, il y a bien un truc qui traîne. Ah, ma femme, elle a du duvet. Putain, j'ai plus rien. C'est ça que vous voulez que j'active, c'est ça? Eh ben, très bien, vous le voulez, et ben voilà. Pardon Baptiste, désolé, j'étais au spectacle de Vizorek. Il s'est pété l'épaule. Verino, c'est toi l'humoriste de secours. Ouais, trop bien. Les gens ils m'appellent. Soit il y a une blessure physique, soit c'est pas marrant. Putain, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de blessure physique. Non.
Et donc toi, t'arrives juste après qu'on apprenne qu'au final, c'était toi qui étais à la base. C'était Baptiste qui, dans sa déprime totale, se rend compte qu'il est ringard, qu'il n'y arrive plus, qu'il n'y a plus rien de ce qu'il fait qui fait rire les jeunes. Il fait marrer avec ses 37 ans, l'autre enculé, mais bon, bref. En tout cas, le personnage fonctionne hyper bien. Et effectivement, il y a un moment où il a plus de prise, quoi. Et heureusement, il y a un bouton où il peut sauver la soirée en appuyant sur ce bouton. Il s'avère que quand il appuie sur le bouton, c'est moi qui arrive, quoi. Tiens, merde. On a trouvé encore plus vieux. On va reprendre les bases. C'est toi qui leur as expliqué ça, regarde-moi ça. Ouais. Voilà, le texte, c'est toi qui as dit le texte. Mais il n'y a plus de texte. C'est toi qui as dit le texte, c'est toi qui as dit le personnage. Oh, le personnage, c'est lui qui a dit. Vite fait. Regarde-moi ça, Laïs. Oh putain, ça c'est marrant ça. Ouais, c'est une bite. Bah oui. Et regarde en bas, elle a une chemise. Mais oui, mais déboutonnée en haut. Mais ouais, parce que c'est une bite cool. Oh, putain. Mais ça, les jeunes, ça les fait pas marrer. Mais non, mais ça les fait pas marrer parce qu'il manque un truc, mon gars, regarde. Qu'est-ce qui manque? Un smartphone. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Les jeunes adorent les téléphones. Et nous, on adore les bites. Donc si on met une bite avec un téléphone, les jeunes et les vieux se rassemblent. Verino, je vais voir mes nouvelles recrues. Tu m'as requinqué. Non, tu t'es requinqué tout seul, Baptiste. C'est pas faux. Verino, je peux te les laisser 10 minutes? J'ai 7 minutes sur le contrat, mais ok. Autant pour moi. Bonne chance. Verino, mesdames et messieurs! Bonsoir, Montreux! Oui, pardon, c'était moi le gars qui parlait pendant tout le temps où j'étais là, mais du coup, je trouve que c'est dommage de démarrer son passage sans crier « Bonsoir, Montreux », quoi. Donc, bonsoir, Montreux, quoi. Attends, je vais refaire ça bien. Bonsoir, Montreux! Bienvenue, ça va? Tout le monde va bien? Oui, ça vous dérange pas de venir rigoler alors qu'il y a des gens qui meurent à quelques milliers de kilomètres d'ici? Non, vous avez l'air de vivre ça très bien, hein? Aucun problème. C'est particulier comme exercice parce que tu montes sur le plateau avec un intersketch. Moi, je suis pas le roi des intersketchs. Hein. Vous verrez très peu de trucs où j'arrive à jouer à plusieurs. Moi, j'aime bien jouer avec les gens qui sont assis dans la salle. Mais là, c'est un exercice que je maîtrise pas du tout de jouer à plusieurs sur le plateau. Moi, je joue avec les spectateurs, pas avec les collègues. Et Baptiste, lui, est très fort là-dedans. Et donc, je suis hyper concentré parce que j'ai pas envie de lui planter son truc à lui. Tu vois, c'est quand même son gars-là. Donc, il s'agirait pas de faire de la merde. Et puis, il est tellement fort. Tu vois, j'essaie de suivre le rythme impeccable qu'il met, bref. Mais donc, du coup, moi, ma plus grosse prise de tête, c'est comment je vais essayer de ne pas niquer la soirée de Baptiste. Tu vois, je pense même pas à mon passage, quoi. Ouais. Et donc, quand il m'annonce, je démarre le show et puis, je démarre mon 5 minutes et je me rends compte que j'ai pas du tout prévu de rentrer d'une quelconque manière. Et je me dis, c'est vrai que tout le monde dit bonsoir Montreux, quoi. Et donc, je suis parti là-dessus. Et ça se trouve, ce soir, ce sera pas du tout. On a 2 enregistrements. Ah, donc c'est pas forcément c'est pas volontaire parce que, alors, en fait, t'arrives, tu dis bonsoir Montreux. Et là, tout le monde fait ouais, machin et tout. Tu fais, c'est quand même un kiff de dire bonsoir Montreux. Allez, je le refais. Bonsoir Montreux. Et c'était juste, et je l'aurais fait 15 fois hier. Et après, je me suis dit, mais c'est tellement long, faut que je m'arrête vite avant que ça devienne relou et que les gens me regardent en faisant ta gueule. Franchement, c'était assez rigolo. Hein. Moi, j'aurais pu le faire 8 fois. Ça se trouve, ce soir, à cause de cette discussion, je vais refaire la même chose, mais longtemps. Mais non, parce qu'après, tu dis, c'est pareil, c'est de l'impro quand tu dis ça vous dérange pas de venir rigoler alors qu'il y a des gens qui meurent. Non, pas du tout. Ça fait partie de mes entrées probables. Si, tout de non, suite. c'est avec ça que je rentre en ce moment sur scène dans plein d'autres conditions. Mais là, je m'étais dit, c'est peut-être un petit peu particulier comme van, quoi. Tu vois, effectivement, il y a la guerre à côté. Est-ce que tout le monde est dans le délire ou pas? Et je crois que je suis parti là-dedans parce que... on dirait que j'ai rien prévu. Mais en vrai, j'avais plein d'idées. C'est toujours ça. Moi, je monte sur scène avec plein d'idées et j'ai plus ou moins préparé... Enfin, j'ai absolument préparé le passage que je veux. Et puis, en fait, sur scène, il y a des trucs des fois qui deviennent. Effectivement, le bonsoir Montreux. Démarrer sur ce truc-là, je me dis, en fait, je peux me le permettre parce que quand je suis monté sur le plateau, j'ai senti que les gens savaient qui j'étais et ils étaient contents de me voir. Donc, je me suis dit, OK. Donc, si je fais un truc un peu piquant comme ça, ils vont avoir le second degré pour pas se dire... Parce que, pour tout ça, entre parenthèses, j'ai joué ce passage, cette ouverture-là, pour un gala TF1 il y a 2 semaines. Ah. Et vraiment, dans la salle, quand j'aurais dit ça vous dérange pas de venir rigoler alors qu'il y a des gens qui meurent à quelques milliers de kilomètres, les gens, ils m'ont regardé en faisant si, c'est vrai, ça. Et en fait, ils se sont remis vraiment en question. Il y a une espèce de douleur. Je vais non, c'est une blague. C'est juste. Donc, je me suis dit, fais plus ça quand les gens te connaissent pas. Après, c'est ça ta force, parce que même si, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais ceux qui te connaissent pas, t'as une sympathie sur scène, c'est quand même dingue. En même temps, dans la vie, c'est pareil, quoi. Adorable. Je suis adorable. C'est fou. Non, mais en vrai, c'est insupportable tellement. Et il y a ce truc de, on peut pas ne pas t'aimer. Oui, mais moi, je monte pas sur scène, donc ça, à la limite, ça. Mais on peut pas ne pas t'aimer, tu vois. C'est fou. Ah écoute, genre, personne t'envoie des messages genre oui. Non, j'ai très peu de messages.
Il y a des gens énervés. En fait, je crois que les gens qui m'aiment pas me haïssent vraiment. Et c'est mon petit jeu, moi, dans la vie, c'est de me dire, en fait, à long terme, de toute façon, même si quelqu'un déteste ce que je fais, je rigole d'avance du moment où le mec, je le ferai rire. Parce qu'il y a un moment, forcément, avec le nombre de vannes que je fais toutes les semaines, il y a forcément une vanne où il va regarder le truc et il va faire et il fera l'enculé, il m'a eu. Et à partir de ce moment-là, je sais qu'il finira par être dans l'équipe et donc moi je me bagarre sur le long terme. C'est le sommet de ma carrière, c'est dans 20 ans. Non, vous avez l'air de vivre ça très bien. Aucun problème. Par contre, merci. Là, merci sincèrement d'être venu nous écouter parce que ça, c'est un truc. Je crois que c'est pour ça que j'adore mon métier. Parler à des gens qui écoutent. Le luxe. Moi, j'ai 3 enfants, moi. Donc, ma vie en ce moment, c'est mets tes chaussures, mets tes chaussures, mets tes chaussures, mets tes chaussures, mets tes chaussures. C'est important de mettre ses chaussures. Tu veux pas mettre tes chaussures ? Pourquoi tu mets pas tes chaussures ? Après, t'arrives à l'école. Bah, t'as pas mis de chaussettes ? Bah, tu m'as dit de mettre mes chaussures, alors. Ça, c'est mon deuxième. Mon deuxième, il est tellement premier degré. Mais tellement. Tu sais, des fois, dans la vie, tu te dis, mais quelle planète on va laisser à nos enfants ? Moi, je me dis, mais quel enfant je vais laisser à la planète ? Parce que, je te jure, il est hyper intelligent, mais le second degré, il a pas, quoi. Ça, du coup, j'imagine, c'est un passage que tu as un peu plus travaillé, enfin, en tout cas, qui existe. Ouais, alors les enfants qui écoutent pas, c'est dans le précédent spectacle. D'accord. Okay. Mais cette vanne-là, en fait, je l'avais jamais captée. Et je me suis dit, enfin, jamais filmé. Pour que les gens qui écoutent le podcast, oui, j'ai jamais compris sa propre vanne. J'ai jamais capté où je voulais en venir. Donc, je jouais ma blague que j'avais écrite, mais je comprenais pas. Et donc, ouais, j'avais jamais filmé. Et puis surtout, y a des enjeux qui sont marrants. On se rend pas compte quand on joue un 7 minutes comme ça, mais moi, j'ai envie d'y mettre plein de choses. J'ai plein de blagues qui sont sur la guerre du moment. Enfin, il y a des trucs qui sont pas agréables à vivre en ce moment et j'ai envie de raconter ça. Mais j'avais aussi envie de raconter quelque chose de, au contraire, très proche de moi. Donc, moi, j'oscille toujours entre le très lointain, un peu social, ou actuel et social, et le très proche, ma famille et mes enfants. Et la dernière fois que j'ai présenté 7 minutes, j'avais fait cette espèce de grand écart qui, en fait, n'est pas à faire en 7 minutes. Parce qu'en 7 minutes, si tu attaques avec la guerre en Ukraine et qu'ensuite t'enchaînes sur tes enfants, les gens... C'était quand t'étais venu faire ? Non, c'était à Cannes. Ah, c'était à Cannes, d'accord. À Cannes, il y a 3 semaines, où j'ai fait ce truc-là et je me dis, ah putain, c'est dommage parce que au final, on m'attend pas dans le truc un peu plus social, parce que c'est vrai qu'en télé, je présente toujours des trucs beaucoup plus simples d'accès. Et à la fois, je l'ai pas assez poussé pour que ce soit vraiment de l'humour noir. Mais en fait, moi, j'ai ce problème-là, c'est que j'ai pas d'identité... revendiquée. Je vais pas faire de l'humour noir ou de l'absurde ou du machin. Et donc, je peux faire un patchwork de 7 minutes avec tout ce mélange de trucs et du coup, ça veut rien dire. Donc, il faut parfois que je choisisse mes thèmes. Et là, je suis resté ancré dans la famille, quoi, dans l'entourage immédiat. T'imagines comme ça doit être difficile pour lui, mon ami. Tu vis chez moi et t'as pas de second degré. Bah, bon courage, hein. Les enfants, vous rangez votre chambre. Même moi, bah non, toi, t'as été adopté. Voilà, ça, c'est sa vie, ça. Ça, c'est son quotidien, les amis, hein. Mais j'ai vraiment été adopté. Mais non, enfin, mon chou. Si on avait eu le choix, tu crois que c'est toi qu'on aurait pris ? Donc là, je vous dis pardon. Pardon, si lui, dans 40 ans, il a envahi l'Ukraine, clairement, c'est ma faute. Hein. À mon avis, c'est sûr que c'est une vraie histoire. C'est totalement vrai. Je suis persuadé que ta famille est comme tu le décris. Absolument, j'arrive pas à mentir de toute façon. Et là, je parle que d'un des 3, parce que j'ai 3 garçons. Le premier est très, 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 très balèze. Il a toutes les mécaniques humoristiques, il comprend les schémas, il les a et il joue beaucoup avec. Et en revanche, le deuxième, qui lui est très terre-à-terre, a vraiment cette incapacité. Il n'a pas encore les vannes, je sais pas comment dire ça, il y a un truc. Et Mais tu sais que c'est fou, parce que j'ai envie de me dire, du coup, tu peux pas vraiment éduquer les gens. En fait, c'est marrant, parce que tu les as élevés de la même manière. Enfin, je veux dire, tu leur fais autant de vannes l'un que l'autre. Incroyable à quel point ça... C'est donc au final, différent. c'est tellement pas... Enfin, il y a quelque chose d'un peu plus... Puis j'ai 3 gars en plus, les 3 mecs, et ils ont 4 ans d'écart. Et vraiment, non, écoute, je pense que je vais dire un truc que tous les parents disent depuis des milliards d'années, mais c'est juste, effectivement, c'est des êtres humains différents, sans déconner. Non, mais ce qui est fou, c'est que tu pourrais dire que les enfants d'artistes peuvent avoir des facilités artistiques, et donc, du coup, les enfants d'humoristes peuvent avoir des facilités en comédie, alors que pas forcément. Et ben, mon grand, il en a, mais je pense que même si j'étais pas humoriste, en fait, je pense qu'il a vraiment un truc là-dedans, ça l'intéresse, ça l'amuse, et puis on rigole beaucoup à la maison. Et le deuxième, lui, je pense que...
Je pense qu'il a une intelligence plus concrète, quoi. C'est-à-dire qu'il c'est une sorte de robot. C'est une intelligence artificielle. Un Asperger. Non, par contre, il est très marrant et quand il capte le truc, il y est, mais il n'a pas la même fluidité que le premier, quoi. Et donc, c'est très marrant de pouvoir en parler comme ça. Et alors, c'est hyper délicat, là, pour le coup, de parler de tes enfants sur le plateau, surtout dans ce truc-là, parce que dans un spectacle long, j'ai toujours le temps d'amorcer des choses, peut-être même horribles parfois, mais de les désamorcer sans arrêt. Et là, c'est mon grand stress. Je suis pas très stressé dans la vie, mais là, c'est au Montreux, quoi. J'espère que ce passage-là, mon fils pourra le regarder en voyant que ça pue l'amour. Et pas qu'il se dise « Oh putain ». Enfin, tu vois, j'ai pas envie qu'il soit triste de ça, quoi. Bah, ouais, mais en même temps, tu le fais tellement avec l'envie de faire ça que... j'espère, quoi. Vraiment, en tout cas, la preuve est là. Si jamais tu nous écoutes, dans 20 ans. Je t'aime, voilà, je te le dis. Je t'ai toujours aimé, je t'aimerai toute ma vie, quoi qu'il arrive. C'est tellement mignon. Et du coup, ta femme maladroite, pour le coup, elle rigole de tes conneries. À fond. Et puis en plus, elle écrit avec moi, hein, tu sais, on écrit ensemble. Oui. Ah ouais, oui, c'est vrai. Ma femme de 23 ans de vie commune maintenant. C'est marrant parce que tu sais que. Quand tu étais venu à Montreux, tu avais fait tes 17 ans de vie commune. Exactement. Et c'est là que je me rends compte que ça fait 6 ans que j'ai pas fait de passage à Montreux. Et pourtant, on rigole beaucoup à la maison. Je te jure, ma femme, sa maman, c'est un spectacle permanent. Elle est tellement drôle. Tellement drôle. Je vis avec la personne la plus maladroite de l'univers. On a déjà connu des gens maladroits. Hein. Mais chez moi, c'est de l'art, quoi. Moi, elle est capable de faire tomber un verre qu'elle tient dans la main. D'accord, c'est pas genre le verre, il est posé, elle tape avec le coude. Elle l'a dans la main. À un moment, le verre, il tombe. Et là, elle dit, c'est un accident. C'est pas un accident, tu as oublié de tenir le verre. Que tu étais en train de tenir jusqu'à maintenant. Vraiment, ça n'a rien d'un accident, hein. Je me souviens la première fois qu'elle m'a dit qu'elle voulait des enfants, je lui ai dit, ça t'embête pas, on s'entraîne avec les verres encore un peu. En même temps, si elle te fait des vannes aussi fortes que ce que tu racontes... C'est un bonheur à vivre au quotidien, quoi. Elle est drôle et puis on est amour de lycée. Enfin, tu vois, c'est marrant de voir ce que ça devient. Enfin bref, moi je suis fan de cette fille-là, en dehors du fait que je suis amoureux d'elle. Je lui dis souvent ça, je pense que si demain je divorce, je te rencontrerai, je tomberai amoureux de toi. Tu sais, c'est le truc. Là, on est à l'âge où tu peux être séparé et quand tu tombes sur une nouvelle meuf, tu fais c'est elle que je voulais rencontrer depuis le début. Et je lui dis, mais en fait, c'est fini d'être mignon et gentil comme ça, Virino. Ouais, j'avoue, non, mais c'est tellement c'est tellement ridicule. Ça paye pas du tout. Un humoriste sympa qui va bien dans sa vie. Putain, je suis pas à ma place. Si tu veux, je devrais souffrir et tout ça. Tu sais que c'est un peu ce problème. Hein. Je suis beaucoup trop heureux, quoi. Non, c'est vrai que je kiffe tout. Je pense que j'ai une bêtise de cerveau, ce qui fait que j'ai que des discours gnangnan comme ceux que tu viens d'avoir. Mais tu rigoles, c'est trop bien. C'est juste j'avais envie de te taquiner un peu là-dessus parce que c'est rigolo. T'es tellement loin, tu peux mais taquine-moi, quoi. Et du coup, moi, pour revenir sur les vannes que tu fais, donc elle a vraiment fait tomber son verre d'eau, j'imagine. Non, alors ça, pour le coup, ça, non. Pas du tout. Et d'ailleurs, je n'ai pas dit elle a fait tomber, j'ai dit elle est capable de faire tomber un verre d'eau qu'elle tient dans la main. T'as raison, le warning est important. Tu sais, il y a des tas de virgules qui me semblent importantes à moi, qui ne le sont pas pour tout le monde, mais c'est-à-dire que quand j'amorce le truc où elle est capable de faire tomber un verre qu'elle tient dans la main, et je me souviens la première fois qu'elle m'a dit qu'elle voulait des enfants, je lui ai dit, mais tu veux pas qu'on s'entraîne encore un peu avec les verres avant? Et là, cette phrase-là, pour moi, elle est hyper importante parce qu'il y a le on, ça veut dire oui, je suis d'accord avec toi. On s'entraîne encore un peu avec les verres. Donc, il n'y a pas de, hey, d'abord, entraîne-toi avec les verres. Il n'y a pas de douleur. Ce passage-là, pour moi, il a été vraiment travaillé pour être dans ce truc-là. On est en équipe. Je te chambre pas parce qu'en fait, derrière, j'aborde la thématique de Bozo où je raconte qu'elle est maladroite et clairement, on est sur un fil entre le j'aime cette personne et je vous raconte ses faiblesses et le je me fous ouvertement de la gueule de cette meuf. Et donc, il faut être très très fin. Et donc, effectivement, quand elle m'a dit ça et je lui ai dit viens, on s'entraîne avec les verres, il y a une espèce de sympathie. Tu sens l'amour qui nous unit et tu sens que quand je vais raconter Bozo, c'est quelque chose qui me fait rire et pas quelque chose dont je me moque. Je te jure, elle fait des trucs, mais c'est magique. Le moment où j'ai le plus ri de ma vie, et je rigole beaucoup dans ma vie, mais là vraiment, mais j'ai tellement... Bon, on a sauté en parachute, tous les deux. Et elle est vivante à la fin. Sinon, c'est pas la même histoire. Hein. Ma femme est maladroite, on a sauté en parachute, on a ri. C'est tout elle. Donc non.
Elle est vivante à la fin, tout va bien. On se retrouve dans un avion. On est une dizaine de sauteurs dans l'avion, que des professionnels. Et nous deux, c'est notre premier saut de notre vie. On est les deux seuls à avoir un gros Gérard accroché dans le dos, d'accord ? Comme ça, vous voyez à peu près le dessin. Et au moment de sauter, on voit bien qu'on fait pas partie de l'équipe, quoi. Parce que tous les professionnels, ils ont leur propre vocabulaire pour se donner du courage. Ils sont là, ils font bozo, bozo, bozo. J'ai ma femme à côté qui est là, bozo, bozo. C'est encore plus drôle que ce que tu crois. Déjà, ça a l'air pas mal. On saute. Arrivé en bas, elle vient me voir, elle me dit, mais ça veut dire quoi, bozo ? Bon saut. Et c'est vrai qu'avec le recul, non, ça faut le reconnaître, le son était pas bon dans l'avion. C'est vrai qu'on n'entendait pas bien, il y avait beaucoup de vent, mais dans ce cas-là, fais des probas, quoi. On va sauter dans le vide. Tu penses que les gens se disent bon saut ou bien bozo ? Remontons le temps de quelques minutes, si vous le voulez bien, et imaginez-vous dans l'avion, avec tous les professionnels qui sont là, bon saut, bon saut, bon saut, et ma femme à côté, bozo, 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 c'est important, bozo. Faut pas oublier bozo, sinon c'est plus pareil. Bozo, avec le geste et tout, hein, pour montrer qu'elle est dans l'équipe quand même, avec la porte ouverte, le vent, bozo. C'est vrai que ce serait dommage que l'on n'entende pas. Bonjour ! Tu sais, c'est très rare en fait de réussir à écrire un passage comme celui-là, entre guillemets. Quand je dis c'est très rare, ça veut pas dire que c'est une performance, mais il y a des ingrédients indispensables. Pouvoir parler normalement, c'est typiquement un sketch d'autodérision, ça. C'est j'ai sauté en parachute, les mecs ils me disent bozo, je suis là, je fais bozo. J'aurais tout à fait pu raconter ça à la première personne, si ce n'est que c'était pas vrai. Et ça aurait été hyper drôle parce qu'effectivement, je suis coincé, je sais pas comment parler. L'autodérision, c'est typique du stand-up, ce que tu peux faire. Et là, c'était une école totale. Mais là, j'ai fait de l'autodérision avec quelqu'un d'autre. Oui. Qui n'est pas là pour se défendre. Ouais. Et donc, moi, il faut que je sois impeccable, il faut que ça pue l'amour, quoi. C'est notre thématique quand on a écrit ce truc-là, elle et moi, que j'ai apporté l'idée, parce que bon, c'est elle d'abord qui fait ce truc-là. Il faut bien préciser que Bozo, c'est vraiment arrivé, que toutes les étapes étaient là, et que quand je lui ai dit, putain, j'en ai parlé, j'étais en impro sur scène, j'ai raconté ça sur scène, c'est extrêmement drôle, je te jure, faut qu'on en parle. Je lui fais écouter l'audio, elle écoute le truc. Et ensuite, on part en écriture tous les deux, mais vraiment... Parce que faut que tu me racontes deux choses. Déjà, il faut que tu me racontes ce passage un peu comme tu l'as vécu, mais d'une manière moins scénique, ça m'amuse. De Bozo, et aussi, il faut que tu me racontes le fait que la première fois que tu l'as joué, tu m'as dit que c'était dans une salle où il y avait 30 personnes ouais. Après le Covid. Donc... Non, pendant le Covid. En fait, c'était, on était reconfinés en France. Attends, petit à petit. Attends, tu veux d'abord l'histoire. Ouais. Alors, l'histoire, elle s'est passée quasiment comme ça, en fait. Hein. Savoir qu'on est vraiment deux... Ma femme, je pense que c'est une des forces et qui fait que notre couple dure, c'est que c'est vraiment ma meilleure pote. C'est-à-dire que si je veux partir en vacances, la première personne à qui je pense, c'est d'être avec elle, quoi. C'est ma meilleure pote, on s'éclate et on s'amuse vraiment ensemble. Et le parachute, c'est un truc qui l'attend pas du tout. Moi, j'adore les sports extrêmes, les trucs un peu... j'aime bien ça, j'ai pas le vertige, enfin, tu vois... Ouais. Donc j'y suis, quoi. Et elle me suit vraiment à contre-cœur. Elle me dit, ouais, je vais le faire, d'accord, on y va. Et plus le temps passe, plus elle est pas hyper à l'aise dans l'avion, tu vois. C'est pas un truc qui l'éclate, quoi. En plus, elle a le mal des transports, donc vraiment, elle est pas tout à fait sereine. Et donc, toutes les conditions sont réunies pour que, tu sais, ce moment-là où ton cerveau, je sais pas, on est des êtres sociaux, des animaux sociaux, et il faut rentrer dans la troupe, quoi. Et quand tout le monde dit bozo, elle se pose pas la question. Elle dit bozo avec les autres. Mais je me souviens très bien, moi, que j'aurais pu dire bozo. C'est juste que quand ils ont dit bozo, moi, j'avais pas le stress qu'elle avait. Tu vois, je suis dans l'avion, il fait un peu froid, on va sauter. Bon, je suis assez détendu pour me dire bozo. Ah, bon saut. Mais elle, non. Elle est pas assez détendue. Elle fait bozo, d'accord, bozo. Et donc, elle prend... Donc elle part, mais c'est tellement tu fais un signe parce que c'est à l'audio, je sais pas si on va l'entendre, mais en plus de bozo, il y a une main un peu comme un truc de surfeur, un peu. Ouais, c'est ça, de tous les sports extrêmes où ils disent, enfin, c'est le signe pour se dire détends-toi quand t'es dans le, détends-toi. C'est vraiment quand t'es en parachutisme, ça veut dire détends-toi. C'est le pouce et l'auriculaire levé. Ça veut dire ça. Il faut que t'oublies, il faut que tu sois pas crispé, quoi. Et donc les mecs se font ça juste avant de sauter. Et elle joue le jeu, quoi. Et vraiment, je la vois faire ça et je vois sur ses lèvres ce qu'elle dit. Et du coup, tu t'es pas mort de rire déjà ? Non, parce que t'es encore dans l'avion, il y a le saut. Il y a encore un truc, elle va sauter aussi, et puis je sais qu'elle est pas forcément à l'aise là-dedans. C'est-à-dire que si moi, j'ai pas envie de l'humilier devant tout le monde. D'accord, oui, bien sûr. Ouais. Donc je laisse le truc se passer. Ouais.
Et puis je sais qu'à un moment, il va y avoir ce moment-là, quoi. Et imagine, moi, ce que j'ai vu, je la vois arriver en bas, complètement décoiffée, le maquillage coulait jusqu'à l'oreille, parce qu'elle avait un masque pour se protéger, le truc qu'il avait dégagé. Je la vois arriver, la première phrase qu'elle me dit, c'est « Ça veut dire quoi, bozo ?» Quel est le sens de cette phrase? D'abord, moi, je suis en face, alors là, d'abord, ça veut dire quoi, bozo? Parce que, pardon, mais là... Et au moment où je comprends, les gars, mais je suis là, je me dis « Non !» Mais ça veut dire qu'elle y a pensé pendant tout le saut. C'est là-haut qu'elle a eu l'idée, hein. 250 balles le saut, penses-tu qu'à un moment elle regarderait le paysage? Que nenni, elle est restée sur son idée. Faut même pas t'avoir demandé que t'as dire. Ah, je te jure, mais heureusement que le parachute s'est ouvert. Oh là là. Elle serait morte avec sa question. Elle serait arrivée au paradis, bozo, bozo. Avec le recul, ça se trouve, pour moi, elle est dans le truc comme tout le monde. Tout le monde se dit oh, tu vois. Ouais. Mais c'est surtout, effectivement, quand elle arrive en bas, que là, le doute est complètement levé. Elle me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, bozo? Et là, putain, je suis incapable de répondre, quoi. C'est bozo. Et en même temps, je me souviens quand même que j'ai un peu entendu bozo aussi. Donc ça va assez vite. Mais sauf que moi, j'ai eu la conclusion tout de suite, alors qu'elle, pas du tout. Parce que voilà. Et effectivement, mais il se passe tout ce que je dis dans le sketch. C'est-à-dire qu'au moment où elle me dit ça, il y a quand même eu 1 minute 30 de chute libre. Et ensuite 6 minutes pour descendre. Et pendant tout ce temps-là, elle était toujours focalisée sur ça veut dire quoi, bozo, mais elle n'a pas trouvé la réponse. C'est-à-dire qu'elle est restée dans son truc, alors que le paysage est magnifique, qu'il y a des tas de choses à vivre. En fait, elle, ce qu'elle a vécu de ce moment-là, c'est 1 minute 30. C'est d'abord bozo, bozo, ensuite 1 minute 30 d'horreur, parce qu'elle a détesté ça. 10 minutes à chercher un mot qui n'existe pas. 6 minutes à essayer de chercher un mot qui n'existe pas. Et à la fin, elle me dit, j'ai pas trop aimé le parachute. Bah, t'en as pas fait, en fait. T'as vraiment pas fait. Attends, c'est pas terminé. C'est pas terminé parce que je me suis renseigné. Bozo, c'est un mot qui existe. Alors nous, on a Bozo le clown, on a déjà entendu parler, hein. Mais sachez qu'en québécois, le mot bozo signifie abruti. Et soudain, de nouvelles blagues s'offrent à nous. Imagine juste qu'il y a un Québécois dans l'avion. Imagine juste à quel point il n'a pas du tout vécu la même histoire que ce que nous, on vient de vivre. Lui, ben, l'avion, il était à 10 000 pieds, là. L'ambiance, il était bonne. Tout le monde était content d'être là. Puis, à un moment, il y a une fille s'est mise à insulter tout le monde. Puis nous, on la connaît pas. Moi, je sais pas c'est qui. Puis elle a bozo, bozo. En montrant du doigt le bozo, mais avec le pas bon doigt. Puis après, il a sauté dans le vide. Il a crié bozo en arrachant son masque. Puis on l'a plus jamais revu. Bon, c'est là-dessus, je vous laisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté, votre... En fait, une fois que t'as eu ce storytelling où tu racontes l'histoire, bon, ça c'est l'histoire en elle-même, mais après quand t'écris le passage, du coup tu te dis tiens, peut-être ça veut dire quelque chose. Je me dis faut chercher quoi. Donc ouais, je tape bozo sur Internet et puis je tombe sur le mot québécois quoi. Bozo, abruti, idiot. Je me dis mais non. Et puis de là, effectivement, imagine qu'il y a un Québécois dans l'avion parce que à partir du moment où il y a un Québécois dans l'avion, lui, sa vision, et moi j'adore faire ça. Tu regarderas de tous mes trucs, j'aime beaucoup. La caméra est là depuis le début, tu regardes ça. La caméra est et en fait, toi. la caméra est là-bas. Et tu changes en l'angle. Mais oui, la situation, c'est plus du tout la même. Oui, bien sûr. Et tout ce qu'on vient de vivre là, où on rigole tous de cette femme-là qui dit bozo, en fait, s'il y a un Québécois dans l'avion, lui, il s'est fait insulter en fait. Il n'a pas du tout vécu le mais qu'est-ce qu'elle raconte. Il a juste vécu les pourquoi elle fait ça. Il n'y a pas de raison. Les gens sont gentils, t'as pas besoin. Mais du coup, tu crées un personnage, c'est ça, où justement, tu fais pas un Québécois agressif, tu vois. Non, lui, c'est le témoin de. Pour moi, ce personnage, c'est le témoin que t'as
Tu sais, quand tu vas interroger les voisins après un crime, et le mec fait je saurais pas vous dire, c'était un voisin comme les autres. Et le Québécois, il est là, il témoigne, quoi. Et pour lui, il décrit l'histoire telle qu'il a vécu, il est témoin de quelque chose de trop dur. Ça, c'est un truc que vous avez écrit avec ta femme. Enfin, vous étiez tous les deux quand vous l'avez écrit. On était au téléphone, pour tout dire. Ça a été écrit au moment où j'ai joué dans un spectacle avec Roman Fressinet. Ouais. Et puis j'avançais sur ce passage-là qui était tout neuf et je me disais putain, il manque des trucs, quoi. Viens, on cherche, machin. Et puis en discutant, en cherchant, on était en Skype et puis cette vanne est venue, quoi. Trop bien. Et du coup, c'est un storytelling que tu décides de faire à Montreux, ça cartonne, enfin, ça a vraiment bien marché. Et je voulais savoir, du coup, que tu me racontes, ce que tu m'as raconté tout à l'heure, c'était hier, je crois, quand je suis venu te voir. Tu m'as raconté que la première fois que tu l'as joué, c'était dans une salle étrange. Ouais, complètement. Et ça, c'est marrant aussi. C'était juste à la sortie des restrictions sanitaires du Covid, en fait. En France, on n'était pas encore sorti. Mais au Luxembourg, oui. Et moi, ma tournée passait par le Luxembourg, dans cette salle à Differdange, qui est une super salle où j'ai joué plusieurs fois. Et dans cette salle-là, c'est une salle de 200 places. Et donc, c'était complet depuis des mois. Et genre, il y a un moment, eux, ils se disaient, bah, il faut qu'on la fasse cette date parce qu'après, comment on va s'en sortir et tout. Donc, ils ont appelé la production en disant, écoutez, nous, on a au Luxembourg, c'est ouvert. Donc, on peut jouer avec des restrictions. Les gens doivent juste être espacés de 2 mètres. Est-ce que Verino accepterait et tout? Je dis, bah oui, bien sûr, évidemment. Je suis chaud, j'ai envie de jouer, j'ai rien à faire en ce moment. Enfin, vraiment, j'avais rien. Et donc, je pars au Luxembourg. Et pour l'histoire, je rate mon train. C'est la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé. Je suis toujours à l'heure pour tout. Mais là, je rate le train. Donc, bref, on est dans la merde. Et puis, pour une fois, on n'a pas prévu un train d'avance. Et donc, il faut partir en bagnole. On part en voiture. On va jusqu'au Luxembourg depuis Paris. Et arrivé là-bas, on arrive un tout petit peu trop tard. On fait les balances rapidos. Mais je me rends compte que quand ils disent qu'il faut espacer les gens de 2 mètres, ben, ils ont enlevé toutes les chaises de la salle et ils ont placé des chaises espacées de 2 mètres. Et donc, dans une salle de 200 places, j'ai plus que 30 personnes qui sont tous à 2 mètres les uns des autres. C'est-à-dire, c'est impossible de faire rire. T'as envie de faire une dictée, t'as envie de marcher au milieu des rangs. Le maître a déjà dit. Et en vrai, et je me dis, bon, bah écoute, de toute façon, il y avait une espèce de moment hors du temps au moment où ça reprend. C'est-à-dire que tout le monde était content que ça reprenne. Et je savais que jouer devant 30, moi, ça me fait pas peur. J'avais plus envie de jouer que peur de quelque chose. Je savais que les gens dans la salle avaient plus envie de voir un spectacle que peur d'être trop peu nombreux. Et puis résultat, en fait, ça s'est hyper bien passé. Et à tel point que j'ai joué 2 heures parce que je rajoutais toutes mes conneries de trucs que j'avais envie de raconter. Tu sais, c'est con, mais quand t'as pas joué depuis longtemps, il t'est arrivé plein de choses. Moi, je joue au quotidien. Donc, les choses qui m'arrivent, je les rajoute au fur et à mesure dans les spectacles. Je raconte un truc parce que ça m'a fait rire. Tu vois, la semaine dernière, mon fils, dernière blague en date. Mon fils, il voit une affiche dans la rue où il y a une photo d'un gars et une photo d'un piano et des numéros de téléphone. Et donc, visiblement, le gars donne des cours de piano. Sauf que mon grand, il passe devant et il dit, putain, t'as vu, le mec, il a perdu son piano. Et ça, le soir même, c'est dans le spectacle. Et dans 2 semaines, ça y est plus. Parce et là, que tout de suite, on imagine le mec qui a perdu son piano, voilà. Comment il l'a perdu, comment il va le retrouver. Et là, mon fils direct, il me dit, viens, on l'appelle pour lui dire qu'on l'a retrouvé. Qu'est-ce qu'il mange comme croquette? Vous avez bien fait de le tatouer. Enfin, tu vois, tout le truc du chien, quoi. Et voilà, ça, c'est exactement ce qui se passe dans ma vie. C'est-à-dire que moi, dès qu'il y a un truc qui me fait marrer, le soir même, c'est dans le spectacle. Et puis, le spectacle évolue comme ça. Des fois, il y a des trucs qui doivent se garder. Le soir même, tu joues tout le temps, quoi. Quasiment, ouais. Je fais entre 4 et 5 dates par semaine, ouais, à peu près. Donc, je suis tout le temps sur le plateau. Et puis, j'adore ça. Mais pas que sur plateau, tu es aussi avec ta salle de spectacle, quoi. Enfin, je veux dire, tu joues ton spectacle. Tu fais pas oui, quand je dis sur le plateau, c'est sur scène. Oui, tu fais pas des caves de stand-up ou machin. Mais effectivement, il y a l'Inglorious qui tourne. Oui, c'est vrai, ton Comedy Club. Donc, mon plateau à moi, le Comedy Club, où je joue, je fais les présentations à Montreux, quoi. Et puis, en plus, il y a mon spectacle qui se joue en ce moment 3 fois par semaine au Grand Point, plus 1 ou 2 dates de tournée. Et ensuite, c'est que de la tournée. Mais moi, j'adore jouer beaucoup. J'aime ça, vraiment, monter sur le plateau. Et du coup, quand tu as quelque chose à raconter, tu le racontes. Sauf que la Differdange, ça fait 1 an que j'ai rien et j'ai 1000 choses à raconter que j'ai pas racontées. Donc, à l'impulsivité dans la salle, tu as l'envie de raconter le truc et je raconte cette histoire de Bozo. Tu fais Bozo, ouais. Et c'est la première fois que Bozo est sur scène. Voilà, et il est tellement drôle. Je sors de là, je me dis c'est évident qu'il faut en faire quelque chose. Alors, ça avait pas du tout sa place dans le spectacle. Et puis en fait, il y a des trucs, des fois, tu sais, ça se fait sa place, quoi. T'as ton bébé, c'est pas de ta faute, quoi. Il est né, va falloir se démerder avec. Bozo est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? On le met quelque part. Et en fait, tu m'emmènes trop sur des questions. Moi, j'ai 2 questions. Il y en a une que je trouve quand même
J'hésite entre deux questions parce qu'on est déjà bientôt à 30 minutes d'interview. Il faut que tu ailles te faire maquiller. Ouais, c'est parce ça. qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, le gala mon premier gala de Baptiste Le Caplin commence dans 10 minutes. Et là, on est en loge. Il y a 5 minutes, je pense. Il a commencé déjà. Je pense qu'il est 21h. 21h05, donc je pense qu'il a commencé. Donc il faut que Verino il se fasse maquiller pour monter sur scène. Moi, j'avais une question. Du coup, je préfère aller sur un truc un peu sérieux parce que je trouve ça intéressant. Tu me disais hier que je t'avais dit, tu continues les Dis donc Internet, et tu me dis, bah ouais, mais en même temps, c'est le succès, le fait que j'ai des grandes salles, le fait que je suis obligé d'exister sur les réseaux et tout. Et du coup, en fait, toi, c'est pire que des chroniques, quoi. T'es surtout dans une exigence où tu dois sortir de nouveaux contenus, mais tous les 2 jours. Mais en même temps, ça vient de là, la base. Vraiment, Dis donc Internet, il naît du fait que je sais que si mon cerveau se repose, il se médiocrifie. Il y a vraiment des artistes, je te dis, mais là, je parlais de Baptiste parce que je l'ai vu travailler. Baptiste Le Caplin, ça fait 2 jours que je suis avec lui. C'est un gars qui a un cerveau toujours en mouvement. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'il est toujours en création. Moi, si j'ai pas de choses à faire, franchement, mon cerveau, il joue à Mario. Il n'y a aucun problème avec sa vie. Mon cerveau, il dit oui, bon, bah écoute, vas-y, quoi. Et donc, j'avais à la base, Dis donc Internet, c'était multiple comme idée. J'avais envie d'aller sur Internet parce que j'avais envie de plus faire de télé. Et surtout, j'avais besoin d'écrire régulièrement parce que sinon, mon cerveau, il arrête de travailler. Et du coup, mon spectacle n'est plus joué avec la même patate. Donc, l'obligation d'écrire. Mais c'est vrai que maintenant, je suis rentré dans une espèce de cycle où déjà, ça a créé une communauté, c'est merveilleux, quoi. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui suivent mes vidéos, mais je vous aime de tout mon cœur parce que c'est que des gens. En fait, il y a une exigence. C'est pas j'ai pas des gens qui regardent. Enfin, j'allais dire qui regardent TF1, mais si tu veux, c'est pas des consommateurs. C'est des gens qui aiment mon travail et qui le regardent et donc qui attendent une qualité. C'est-à-dire que quand la vidéo est moins bonne, je le sais et parce que les gens le disent. Hein. Ils disent oh, c'était pas drôle cette semaine. Et en même temps, c'est pas grave parce qu'ils vont revenir la semaine d'après. Enfin, tu vois, il y a une espèce de truc où j'adore cette espèce de simplicité de bah ouais, je fais de mon mieux, les amis, je vais vous sortir du contenu. Parfois, ça va être génial parce que j'ai le vent dans le dos, j'ai l'inspiration qui vient. Parfois, ça va être un peu plus nul, mais c'est pas grave parce que c'est mon maximum. Mais l'œuvre, elle est pas sur les 4 minutes ou les 5 minutes qui sortent. L'œuvre, elle est sur les 250 dernières vidéos qui sont sorties. Et ça te permet aussi de faire de la communication et du coup de remplir tes salles. Derrière, effectivement, ça crée un truc, les salles se remplissent à fond, mais c'est merveilleux ça aussi. Et elles se remplissent à fond de gens qui sont concernés par ce que je raconte, puisqu'ils connaissent mon travail. Ouais. Donc c'est pas des gens qui viennent te voir parce que t'es connu et qui t'ont vu sur Danse avec les stars. C'est des gens qui viennent te voir parce qu'en fait, tu vois, moi j'ai une notoriété qui est relative. Nous, dans le métier, tout le monde me connaît, on sait que j'existe. Mais dans la rue, gars, si je fais 2 photos par jour, c'est un miracle. Hein. Et quand je fais 2 photos, c'est des gens qui me disent hey, c'est cool ce que tu fais. Ça te dérange pas, on fait une photo? Ouais, cool. Allez, salut. Mais il n'y a pas un troupeau de gens, Kev Adams, qui sont devant moi à me regarder. Ah, il y a Verino, c'est le vrai. Et pourtant, on fait des salles de ouf, mais des salles de ouf. Quoi. Et ça revient pas aussi à ce que tu disais sur le fait que tu te sens en manque d'identité, enfin, je veux dire, sur un personnage qui n'est pas, tu vois, ce que pourrait être Farid, ce que pourrait être Jimo, ce que pourrait être. Je pense que j'ai pas cette force-là. Je pense que. Mais comme partout, en fait, il y a toujours quelque chose. Soit il y a des choses qu'il faut prendre telles quelles. Ça peut être des forces comme des faiblesses. Et effectivement, je vois, Jimo, Fari, Paul Mirabel, on peut en citer 1000, Bounaïmin, tous. Ouais, la plupart des humoristes ont quelque chose de très précis, ce qui fait que même leur angle de communication est assez facile à mettre en place. Enfin, facile, non, c'est pas le mot. Mais je vois ce que tu veux dire. Il y a une direction, en tout cas, qui est déjà un peu là. Quoi. Alors que moi, qu'est-ce que tu veux? Enfin, tu vois, à la limite, je peux te faire le président normal, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Je suis l'humoriste normal. Moi, j'ai pas d'axe, mais parce que je suis hyper changeant. C'est-à-dire que si je décidais d'être je sais pas comment dire ça, mais Fari, il a une espèce d'identité qui est stable. Fari, il est le noir stylé, il adore s'acheter des fringues, des machins. Moi, mais je suis complètement instable. La semaine prochaine, je vais aller faire des courses dans 3 magasins différents parce que j'ai très envie de me saper. La semaine d'après, je vais me balader en babouche. La semaine d'après, machin. La semaine d'après, je suis à fond avec mes histoires d'enfants. La semaine d'après, j'observe tout ce qui se passe au niveau géopolitique mondial et j'ai envie de faire un spectacle sur la géopolitique. La semaine d'après, que sur mes gosses. La semaine d'après. Et donc, en fait, c'est un enfer. Et ma solution à moi, c'est qu'en fait, je fais des vidéos tout le temps, ce qui fait que je me découvre, tu vois.
Tu regarderas Dino Caternet, c'est hyper marrant quand tu le vois depuis le début. Au début, c'était très absurde. Après, c'est devenu politisé vachement. Après, plus du tout. Là, sur la dernière campagne, mon but, c'était de ne pas parler de la campagne. Ça me cassait les couilles de devenir un outil de la propagande zemmourienne ou je ne sais quoi. Ouais, donc, je suis même pas rentré dans tous ces débats-là. Et je pars dans d'autres directions. Puis voilà, j'ai mes périodes, quoi. Ouais, c'est fou. Et du coup, comment j'adore on avoir le droit fait de pour changer. vivre au quotidien avec toute cette énergie-là? C'est pas possible. La bœuf. Faux. Il y a des moments où tu te poses un peu. Il y a des moments où tu. Parce que t'es quand même toujours très. Mais ça, je trouve ça super. Pour moi, c'est une grande qualité. Attention. Mais t'es toujours très souriant, très heureux, très à l'écoute des gens, très poli, très. Tu vois, t'es tout le temps à fond dans l'énergie. C'est-à-dire que quand on parle avec toi, tu vas parler avec les gens et tout. Ouais, mais moi, j'adore parler avec les gens. T'as pas cette fatigue qui pourrait, tu vois, survenir. Alors des fois, je m'auto-fatigue. Là, par exemple, tu vois, il y a quand même un moment où je me dis, putain, c'est fou cette capacité que tu as à parler de toi-même. C'est vraiment quelque chose. Après, c'est l'exercice du podcast. On joue le jeu et tout ça. Ouais, non, là, c'est particulier. Mais puis moi, je te force aussi. Donc, oui, en plus. Et puis, mais c'est vrai que dans un dialogue normal, je pense que je mais ça ne l'est pas. Laisser aller. Ça ne l'est pas. Mais c'est vrai que j'aime bien écouter les gens. Ça me passionne beaucoup de voir les schémas de... Je crois qu'on est un peu sociologue aussi. Donc, c'est passionnant de voir les gens, de voir les envies, les manières de vivre, les manières de réfléchir, les carrières, comment elles se créent. Je parle de carrière même pas au sens star, juste l'artisanat, quoi. L'artisanat pur. Quel artisan tu es? Moi, j'adore voir... Tu vois, j'adore ton travail. Pas parce que j'adore que ton travail que je vois, c'est que j'adore ta philosophie de travail. J'aime bien quand je te vois, j'aime bien voir comment tu évolues, comment tu fais, tes choix que tu fais et tout ça. Je trouve ça... et le rendu est chouette. Mais pour moi, l'artistique, il dépasse simplement le rendu. Et donc, je vois de l'artistique dans tout, quoi. Quand je discute avec les mecs du son qui ont le micro, je vois de l'artistique là-dedans parce que c'est des choix de vie, c'est quel choix t'as fait pour arriver au stade de tu passes le micro au gars. Et comme moi, j'adore les gens passionnés, je crois, en fait, de manière générale. Oui, c'est ça, parce que si t'es à l'usine, c'est dur de trouver quelque chose d'un peu artistique. C'est ça. Et encore, il y a des gens qui peuvent te dire, moi, ce que j'adore, c'est j'ai 8 heures pendant lesquelles mon cerveau, il est branché sur quelque chose. Je suis en mode chaman dans une espèce de routine. Je rentre chez moi, j'en parle plus, et là, je vois mes gosses, je fais ça. T'as un naturel plus optimiste, en fait. Moi, déjà, je suis vraiment très optimiste de manière naturelle. Et en plus, j'ai la chance de faire le truc que je rêvais de faire gamin et que ça ne m'ait pas déçu. Toujours depuis tout petit, vraiment, je me suis toujours dit... Premier souvenir de stand-up pour moi Bigard, moi. C'est Bigard qui faisait des blagues. Je crois que c'était la chauve-souris. La chauve-souris, qu'est-ce que je veux dire avec le digicote, tu vois. Tu sais que je l'ai revu la chauve-souris, je me suis dit, mais c'est drôle en fait. Ouais, c'est très drôle. Parce que on a une image de Jean-Marie Bigard aujourd'hui où tu fais, il est bizarre. Une chauve-souris sans bite, c'est très curieux. Et en fait, non, il est marrant ce passage de la chauve-souris. Je me demande si c'est pas Baffy à l'écriture de la chauve-souris. Ah bah peut-être, à mon avis, ça devait tourner dans ce coin-là. Écoute, merci, je vais pas prendre plus de ton temps vu que tu es attendu en maquillage et que j'entends la musique en bas. Plaisir, mais oui, ça a démarré, ça c'est clair. J'ai pas envie d'être le relou. J'ai une dernière mais pourquoi question. Il est pas là, le mec qui doit se faire maquiller, il se prend vraiment pas pour de la merde. Je pense pas qu'il te dirait ça de toi, certainement pas. Mais j'ai une dernière question pour toi, qui est une question qui est régulière à chaque fin de mes podcasts. C'est je demande à l'artiste que j'interviewe de choisir un autre artiste qui n'est pas toi. Et on tape à la porte. On a frappé. Oui, bonjour, entrez, n'hésitez pas. Bonjour Léa. Mais on est en train de taffer. Tu me niques. Je cherche partout, t'es en maquillage, t'es en retard partout. Je suis allé voir les maquilleuses, j'ai demandé si je pouvais être en retard, elles m'ont dit oui. On en a pour 30 secondes. Je suis désolé. T'as pas reçu mon message? Que je n'ai pas envoyé, merde, elle vérifie. Ah, c'est vrai, mais je suis en silencieux. Oups. Bon, je suis engueulé, tu vois, c'est normal. Non, mais c'est tout ça. Tout ça n'est que des connades, bien sûr. Tout ça n'est que des connades. Attention, je préfère être sûr de ça. C'est Léa, elle est adorable et elle est chargée des artistes. Et c'est vraiment le rôle le plus ingrat du monde. Et donc c'est pour ça que là, elle est très déçue, c'est que moi, je suis vraiment très très bon élève. Si tu me dis rendez-vous à 20h30, je suis là à 20h30 et parfois je rate. Là, par exemple, on s'était dit 20h, je suis arrivé un petit peu en retard pour le podcast. Ensuite, du coup, ça a décalé le maquillage qui a décalé Léa. Donc dernière question. Si tu devais choisir un artiste ou un passage que tu as déjà vu à Montreux ou du coup, qui s'est déjà passé à Montreux, ce serait qui? Il y en a plusieurs. Moi, il y a beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup. Je crois que c'est Tania Dutel que j'aimerais bien voir
Ouais, Tania, elle est vraiment très forte, mais tu l'auras pas cette année parce que du coup, elle est passée dans le premier gala stand-up. Si, moi je vais mettre Tania Dutel à la fin de ce podcast avec grand plaisir. Yes. Par contre, elle a fait plusieurs passages. Elle en a fait plein. Là, elle en a fait le dernier sur les catacombes. C'est celui du gala de Jason. Et moi, j'aime bien ce passage-là parce que j'ai été assez présent pendant l'écriture de ce truc-là, puisque elle l'a écrit pendant le confinement et c'était mon jeu, moi, parce que je produisais Tania à ce moment-là. Et c'était comme on n'avait rien à faire, je lui donnais des objectifs. Je lui disais, bah tiens, tu sais quoi, aujourd'hui, tu vas travailler sur ce passage-là, et puis machin. Donc, elle écrivait dessus, elle m'envoyait. Et elle m'a dit que c'était vrai ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire qu'elle a été dans les catacombes pendant le confinement. C'est ça que tu es en train de me dire. Non, c'est peut-être avant le confinement et pendant le confinement, elle l'a raconté. Non, je crois que ça s'est passé avant. Mais oui, effectivement, c'est absolument vrai. Bah, Tania, alors elle a une maladie, putain, elle n'arrive pas à mentir sur le plateau. C'est une maladie régulière à plein d'artistes. Il y a un Yellow Mic sur elle que j'ai fait et elle parle de ça. Ouais. Et c'est super parce que tout est hyper sincère, mais il y a parfois des trucs où c'est pas du mensonge, c'est faire en sorte de raconter les choses du bon angle pour que ce soit intéressant. et elle finit toujours par trouver les bonnes solutions. Malgré des chemins, moi j'aurais pris plus court parfois. Et elle se dit mais non, je ne veux pas mentir, donc je vais passer par là, et à la fin tu dis putain mais t'as tellement raison, tu m'énerves. Tania Dutel, alors on a fini et je te laisse aller au maquillage. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc descendre, oui. Rapidement, non. Il m'a aidé, il m'a poussé en fait. Donc je suis en bas, j'allume ma lampe frontale. Les particularités des lampes frontales, pour ceux qui n'en ont jamais porté, c'est que tu en portes une même que 5 minutes. Les 48 heures suivantes, on voit sur ton front que tu as porté une lampe frontale. On était avec des amis à lui qui sont cataphiles, puisque les gens qui aiment descendre dans les catacombes, on appelle ça des cataphiles. Voilà. Moi, j'appelle ça un déséquilibré mental. Et tu sais, je me rends compte que les mecs, ils sont dans des délires chelous. Quand je lui dis Jonathan, il me dit chut, ici je suis Merlu. Et moi, je crois qu'il se fout de ma gueule. Donc je lui dis enchanté, appelle-moi Saumon. Il me dit non, Tania, je suis très sérieux. Quand tu descends dans les catacombes, tu changes d'identité. Personne ici sait que je m'appelle Jonathan. Et tes soucis, tu les laisses dehors. Il n'y a pas de place pour les soucis dans les catacombes. Je dis je crois qu'en haut ça allait. Là, ça commence à... Surtout que maintenant, je m'appelle Saumon. Et tu sais, il insiste, il me dit, c'est hyper important. Dans notre groupe, on a choisi des surnoms de nourriture. Et des fois, il y a des ministres qui descendent et ils veulent pas qu'on les reconnaisse. Et j'ai dit, bien sûr. Évidemment que si Roselyne Bachelot descend et qu'elle me dit qu'elle s'appelle Tomate Mozza, je la reconnais pas. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai, c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous!